Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins. BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Verniol. Bonjour, bienvenue pour cette émission dédiée aux nouveaux enjeux du commerce sous toutes ses formes, distribution, retail, marketing, digital. La manière de consommer change et avec elle forcément la manière de vendre. On en parle aujourd'hui avec notre invité Laurent Boileau, le PDG de Guerlain qui vient de lancer son nouveau parfum Mon Guerlain. On en parle également avec ce débat sur le marché de la literie bousculé par les startups avec Julien Sylvain, cofondateur de Teddy Bear, et François Duparc, président d'Adova. Et puis avec notre chroniqueur Rodolphe Bonas, PDG de Ceacom, nous finirons de boucler notre tour du monde des innovations commerciales. Aujourd'hui, il nous emmène à Los Angeles, berceau de la pop culture. Mais tout de suite, ce sont les news. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Et pour les news, on accueille Hélène Cornet. Bonjour. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Alors avant de commencer, on va aussi accueillir notre invité Laurent Boileau. Bonjour. Bonjour. PDG de Guerlain. On parlera avec vous dans un instant. Votre actualité, c'est le lancement de Mon Guerlain, votre nouveau parfum. Dans l'actualité également, Hélène, dans 3 mois, l'ouverture du premier club entrepôt Costco en France. Il va falloir nous expliquer ce que c'est. Ils sont en pleine phase de recrutement. Voilà, exactement. Ils cherchent à peu près 200 personnes pour leur premier magasin qui va ouvrir à Villebon-sur-Yvette d'ici 3 mois, fin mai. Des agents marketing, des caissiers, des commis de boulangerie. En gros, ils font un job dating, ce qu'on appelle un job dating la semaine prochaine. Et donc, ils recrutent à peu près 200 personnes. Alors, Costco, qui c'est le géant américain, deuxième distributeur mondial derrière Walmart en termes de chiffre d'affaires. Et donc, on a annoncé son arrivée en France, ça fait déjà plusieurs années, 2013, 2014. Finalement, ils arrivent en 2017 parce qu'ils ont épuisé tous les recours finalement des concurrents qui ne voulaient pas le voir débarquer sur le sol français. Pourquoi ? Parce que en fait, ils ont une image prix très agressive. Il faut une carte, il faut être membre, autour de 40 € la carte, et ensuite après vous avez accès à des produits assez bon marché en fait. Ils prévoient d'ouvrir entre une dizaine et une quinzaine. Mais ça ressemble à quoi ? Plutôt à un supermarché ou plutôt à un métro ? Ça ressemblera à un métro, sauf que c'est ouvert à tous et pas qu'aux professionnels. Allez, un mot sur le chinois Alibaba qui ouvre une French boutique. Et oui, les petites marques de la mode française vont pouvoir arriver sur le marché chinois. En fait, sur Tmall.com, c'est un des sites de e-commerce du géant Alibaba. Alors, elles vont faire leur premier pas toutes seules. En fait, c'est la Fédération française du prêt-à-porter qui a signé pour elles ce partenariat. Parmi ces marques, c'est IKKS, Mado, Teddy Smith, Atelier de la Maille, voilà, toutes des petites marques en fait qui ne pourraient pas arriver toutes seules en Chine. Tmall, vous savez, c'est quand même 439 millions de clients, donc c'est vraiment une sacrée opportunité pour elles. Et allez, très très rapidement, c'est la semaine de l'artisanat et les artisans sont de plus en plus connectés. Et oui, ils se mettent doucement au numérique, au digital, mais souvent via des plateformes communes. En fait, c'est plus simple pour elles et ça a un peu plus d'impact. Par exemple, 4 épingles ou d'autres plateformes. J'en ai une en tête à Strasbourg où vous pouvez par exemple réserver votre gâteau à la boulangerie du coin et aller le chercher un peu plus tard. Mais bon, il y a encore du chemin à faire. Un artisan sur 3 aujourd'hui a un site internet et ils ne sont que 1 sur 2 à estimer que Internet est aujourd'hui un outil stratégique. Juste un mot, Laurent Boileau, sur le marché chinois dont on parlait avec Alibaba. Pour vous, vous diriez que c'est le marché le plus compliqué à atteindre quand on s'appelle Guerlain ? Je ne pense pas que ce soit le plus compliqué. En tout cas, c'est celui qui offre le plus d'opportunités aujourd'hui. On vient d'évoquer Tmall. Je voudrais vous annoncer que Guerlain est présent sur Tmall depuis le début de l'année dernière. Et c'est une formidable expérience. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas redouter la vague digitale, il faut apprendre à la surfer. Très bien, c'est ce que vous allez nous raconter dans un instant. Merci beaucoup Hélène Cornet, on vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres news. C'est l'invité. BFM Business. Innover pour le commerce. L'invité de la semaine.
C'est donc Laurent Boileau, PDG de Guerlain, mais c'est l'occasion aussi d'accueillir Rodolphe Bonas. Bonjour. Bonjour Karine. PDG de CEACOM, le trublion de cette émission. Il fait le tour du monde et il nous ramène du bout du monde les dernières innovations commerciales. Vous nous emmènerez à Los Angeles dans un instant. Peut-être que Guerlain aussi va s'installer à Los Angeles. C'est ce que vous allez nous raconter. Laurent Boileau, vous venez de lancer votre nouveau parfum, Mon Guerlain, avec de grandes ambitions. C'était une gageure après le succès de La Petite Robe Noire. D'ailleurs, vous dites n'avoir jamais autant investi dans un parfum, c'est vrai ça? Oui, c'est pour nous une nouvelle phase du développement de la maison. La Petite Robe Noire, c'était un renouveau, et Mon Guerlain, c'est un manifeste pour le monde. Carrément. Oui, parce qu'en fait, la maison maintenant est prête à se lancer sur le plan international. Bon, ça fait longtemps que nous ne sommes plus une maison franco-française, mais il y a quand même encore un quart du chiffre d'affaires qui est fait en France. Et avec Mon Guerlain, c'est l'occasion de montrer le savoir-faire de la haute parfumerie française au monde entier. Justement, alors qu'est-ce qui change dans la stratégie de lancement quand on se dit directement, je crois que vous allez le lancer dans 25 pays de surcroît, on va passer à l'international? C'est quoi? C'est le choix de l'égérie? C'est la manière de distribuer? C'est dès le départ le produit lui-même? Qu'est-ce qui change? Oui, alors, la création chez nous, elle doit être très libre. Le cahier des charges, il était relativement simple. Il y en a un quand même, qui est de dire, comme c'est un manifeste, il faut montrer à des clients qui finalement connaissent la maison de réputation mais n'ont pas expérimenté le parfum Guerlain, en quoi consiste un parfum Guerlain. Donc c'est 3 ans de travail sur le parfum d'abord. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, avant de parler d'un flacon ou d'une communication, le parfum c'est ce qui compte chez nous. Et on l'a d'abord posé dans nos boutiques, c'est notre laboratoire. Nous ne faisons pas de tests autres que les tests avec les clients. Et on a choisi ce parfum parce qu'il a bien réussi et c'est devenu le parfum de la conquête du monde, en tout cas dans l'esprit de ce que l'on souhaite faire. Et après vient l'idée d'un flacon, d'une communication. Et une égérie, c'est nouveau pour nous en fait. Oui. Enfin, c'est pas habituel. Et de la même manière qu'on avait surpris, je pense, l'industrie du luxe en ne choisissant aucune égérie il y a 5 ans, eh bien on a choisi quelqu'un qui a renoncé ou n'a pas accepté d'être l'égérie de beaucoup de maisons avant de signer avec Guerlain. C'est ça, la petite robe noire, c'était juste une petite robe noire stylisée. Absolument. Et cette fois, en revanche, on la connaît tous très bien, c'est Angelina Jolie qui a accepté. Pourquoi elle a accepté? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons, à mon avis, la discussion que j'ai pu avoir avec elle. La première, c'est qu'elle nous voit comme un chef de file de l'industrie française en parfum. La deuxième, je pense, ce sont les racines communes française, puisque, comme vous le savez, sa mère, Marchune, est française. Elle a aussi une histoire très singulière avec le parfum. Il y a une histoire personnelle autour d'une poudre que sa mère portait quand elle était elle-même très jeune. Et on a tous une Madeleine de Proust, en fait, chez Guerlain. Elle en a une également. Puis après, je pense qu'elle a accepté ce projet, qui est un joli projet. Et du coup, ça vous fait une belle histoire? Oui. Si, une belle histoire. Authentique. Sincère, authentique, à raconter. Le déploiement à l'international, je parlais de 25 pays. Est-ce qu'on les fait tous en même temps? Est-ce que, évidemment, on part de la France? Et après, comment vous déclinez? Comment vous avancez? Alors, c'est 25 pays par 25 filiales, mais c'est aussi 80 pays supplémentaires par un système d'agents d'export. Alors, c'est frontal à partir du 1er mars, sauf 2 pays dans le monde, avec un léger décalage. Le premier, c'est la Chine, pour des raisons réglementaires, opérationnelles. Le deuxième, c'est les États-Unis, puisqu'on est en train de se restructurer pour recevoir justement un Guerlain qui va se déployer. La Chine, on en parlait d'un mot tout à l'heure. Est-ce que c'est un enjeu particulier? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez être assez présent? Est-ce qu'il y a encore de grandes choses à faire pour Guerlain là-bas? Il y a tout à faire pour tout le monde. Enfin, nous avons pris le train chinois il y a déjà 15 ans. Et ça nous a permis de nous installer, d'être relativement forts dans le domaine de la cosmétique, puisque, comme vous le savez, le marché est essentiellement cosmétique. Et depuis 2 ans, nous avons pris la décision également de pousser le parfum, puisque nous croyons que ce sera le marché en Asie qui sera le plus ouvert au parfum. Pourtant, c'est compliqué, parce qu'au départ, les Asiatiques, c'est pas forcément le parfum qui les anime, c'est plutôt les cosmétiques. Alors justement, pousser le parfum, ça veut dire aussi proposer un nouveau canal de distribution pour vous, Guerlain Parfumeur, que vous aviez lancé rue Saint-Honoré il y a un peu plus d'1 an. C'est-à-dire une boutique uniquement de parfums. Absolument. C'est accepter de renoncer à 2 autres métiers que sont celui du soin et du maquillage pour valoriser ce qui a fait la renommée de Guerlain depuis tant d'années. Et ça permet justement ce concept nouveau en retail, celui de la rue Saint-Honoré, qui donne aux clients la possibilité de choisir parmi 110 parfums, ce qui est, je pense, assez rare dans notre industrie, et puis également d'aller vers la consultation, qui est très originale, un peu un système de butler, enfin de parfum, et puis également la personnalisation. Et fort des bons résultats à Paris, eh bien, nous avons décidé de nous déployer dans le monde, avec dès cette année 6 points de vente qui seront ouverts, et puis après nous aurons un rythme
notre rythme, qui est de 10 ouvertures par an pour les 10 prochaines années. Moi, je crois qu'on parle beaucoup de Edmond Guerlain, qui est très important, mais le visage du parfumeur Guerlain se fera aussi avec cette nouvelle boutique que nous allons ouvrir dans le monde entier. Bruxelles, mi-mai, c'est la prochaine. Hein. Bruxelles, mi-mai. Rodolphe Bonas. Alors, on sent bien finalement dans cette conquête mondiale qu'il y a vraiment cette typicité, Guerlain, c'est-à-dire que vous essayez de porter, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez réussir à conserver cette originalité finalement sur ce marché qui est quand même en masse avec des très grosses maisons, avec des très gros moyens. On sent que vous êtes une marque un peu alternative là-dedans. Donc comment est-ce que vous allez conserver cette originalité? Comme vous pouvez le constater, en fait, pour l'instant, nous ne choisissons pas vraiment, puisque nous nous battons contre les grandes maisons avec les mêmes armes. On évoque parfois ce mot qui est utilisé dans le cinéma de blockbuster. Donc sans aucun doute, mon Guerlain était pensé comme un blockbuster. Après, on verra les résultats. On a lancé le 1er mars, et c'est quelques jours. Et puis c'est très incertain, le cinéma. Et également le parfum à la mer du cinéma. Moi, je considère qu'il faut 2 Noëls consécutifs avant pour lire. Voilà, pour lire vraiment les résultats. Oui, on a le temps. Et de l'autre côté, on prend le temps de préparer, et c'est vraiment une approche très Guerlain, la transition, l'avenir, que sont ces boutiques dédiées au parfum. 100 boutiques dans 10 ans, 150 dans 15 ans. Vous voyez, on regarde de loin chez Guerlain. Mais est-ce que le concept que vous avez mis en place, qui fonctionne bien de ce que vous dites de Guerlain parfumeur rue Saint-Honoré, justement, dans 10 ans, est-ce qu'il fonctionnera aussi bien, je ne sais pas, en Russie, en Chine, que sais-je, sachant que vous y avez mis tout ce dont on avait besoin en 2017, tout ce qui faisait le commerce de 2017. Ouais, je pense qu'en fait l'enjeu c'est de jamais s'endormir de toute façon. Qu'est-ce qu'on sera dans 10 ans, je ne le sais pas encore. On a l'idée de ce qu'on veut faire, et puis après on n'oublie pas aussi un autre élément, puisque je ne veux pas donner l'impression que c'est simplement les vieilles recettes. On a parlé de temps en temps on réinvente la parfumerie de proximité. Bon, elle a un peu évolué aussi. On est également dans le domaine digital, donc on est prêt à ouvrir l'omnicanal, c'est-à-dire en fait la possibilité de choisir sur Internet et de venir acheter dans les boutiques, et inversement, le fameux click and collect. Donc ça, c'est aujourd'hui avec tous les canaux de distribution possibles que nous évoluons chez Guerlain. Mais dans cette boutique, on voit bien qu'on n'est pas click and collect, justement, parce que dans cette boutique, on est très expérientiel. C'est bien ça la carte que vous jouez, c'est-à-dire que vous êtes en train d'aller sur des logiques dans lesquelles on achète un parfum, mais en fait non, on adhère à une sorte de culture un peu. C'est ça votre idée. On ressent que vous essayez de vous démarquer, d'être une espèce de village gaulois un peu, vous êtes un peu l'Astérix de la sphère, et vous essayez d'aller conquérir le monde. C'est un peu, c'est un beau pari quand même. Vous l'avez bien cerné, puisqu'en fait, je dirais que nous nous opposons à l'idée qu'on puisse nous mettre sur des étagères rangées par ordre alphabétique. C'est ça qu'on sent chez vous. Hein. Donc le sujet, c'est l'expérience, et d'ailleurs, c'est qu'elle a été pensée, cette boutique, pour ceux qui adorent le parfum. Et ça nécessite de pouvoir leur parler du parfum différemment de simplement c'est frais, c'est chaud, c'est oriental, c'est fleuri. Donc c'est vraiment effectivement de l'expertise que nous présentons. Avec un diagnostic digital, par exemple, effectivement, la personnalisation et tout ce qui va avec. C'est pour ça qu'on parlait effectivement de la parfumerie de quartier du 21e siècle, absolument, du 2e siècle. Merci beaucoup, Laurent Boileau, PDG de Guerlain. Vous restez encore un petit peu avec nous. Rodolphe se démarque. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM. Vous continuez donc votre tour du monde. Exactement. Et là, vous êtes allé chez les Jones. Les très Jones. À Los Angeles. À Los Angeles, ouais. Pour faire. Vous êtes allé montrer vos baskets. Exactement. On est allé chez Jason Mark. Alors, c'est le cordonnier du streetwear. Alors, le streetwear, c'est la mode de la rue, tout le monde le connaît. Et un des accessoires, bien sûr, c'est la basket. Et alors, c'est assez incroyable parce que vous savez que c'est un accessoire tout à fait incroyable. Parce que maintenant, la basket, on sort en ville, on va travailler avec ses baskets. C'est devenu un marché tout à fait incroyable. Et ça s'appelle le sneakers. Vous savez que la basket de ville, comme ça s'appelle le sneakers. C'est un véritable marché. Il y a, en France, il y a 30% des chaussures qui sont vendues sont des baskets. La moitié sont des sneakers. La moitié des baskets achetées ne servent pas à faire du sport, bien évidemment. Marché qui a été multiplié par 4. Eh bien, on a Jason Mark, ce jeune Américain de 37 ans, qui a eu l'idée de surfer sur ce business et qui, en 2007, a commencé par fabriquer des gammes pour nettoyer ses sneakers. Vous savez, des produits de beauté. Produits d'entretien. Voilà, une sorte de produits d'entretien, mais assez designés, vous allez voir. Et du coup, ça s'est pas mal répandu. Il est présent dans 30 pays et il vend à peu près dans 2000 boutiques au monde. D'accord ? Et en mai 2014, il a eu l'idée de pousser le concept un peu plus loin, et c'est ce qu'on voit ici à l'image, c'est tout à fait incroyable, de créer finalement la première boutique
boutique d'entretien de sneakers au monde. C'est-à-dire que... C'est le cordonnier du sneaker. Alors, c'est plus qu'un cordonnier, c'est quasiment un spa du sneakers. Parce que là, on en prend soin, je vous dis... Il fait prendre des bains. Ah oui, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que... Alors, tout est nettoyage à sec. Attention, Karine, on ne plaisante pas ici. On a des vendeurs hyper expérimentés et le concept, bien sûr, il est hyper marketé. Le coût du nettoyage de la basket, ça coûte entre 10 $ et 30 $. Au début, les premiers clients venez avec une paire de baskets et pas forcément la plus chère parce que mécaniquement vous avez des baskets qui peuvent valoir pas mal d'argent et donc petit à petit il a vu arriver 2, 3, 4, 5 paires et ça coûte aux alentours entre 10 et 30 $. Il fait jusqu'à 50 paires nettoyées par jour, mais son vrai business c'est bien sûr de vendre ses produits. Le concept arrive en France, je vais terminer là-dessus parce qu'il y a 3 jeunes entrepreneurs, Dr Sneakers, BB Shop et Sneakers & Chill qui sont en train de se lancer en France sur le concept de notre ami Jason Mark. Allez le voir sur Internet, c'est tout à fait incroyable. Non, donc c'est ça, désormais on peut faire rajeunir ses baskets. Rajeunir ses baskets, mais attention, ses designs. Vous savez quelle est bien sûr la marque de sneakers la plus vendue au monde? Non. C'est les Stan Smith. Ah ouais, Karine, les fameux Stan Smith. Ça bouge tout le temps. Mais exactement, les Stan Smith, 70 millions de paires vendues. Stan Smith, n'oubliez pas, une paire de baskets inventée par un Français, mais dont on a mis le nom commercial d'un Anglais. À quand le parfum Guerlain pour les sneakers? Exactement. Laurent, pas tout de suite. Il va falloir le faire. On vous fera à la boutique. En tout cas, effectivement, les choses vont très vite. Et ça existe aussi à Paris. Merci beaucoup. Ça arrive en France. Rodolphe Bonas. Et donc là, c'était Jason Mark. Jason Mark. Ah, on a pris 10 ans. Allez, le débat du jour. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Le débat qui s'intéresse cette semaine au marché de la literie. Le marché français de la literie a sans doute plus changé, davantage changé en quelques semaines, en quelques mois à peine que durant cette dernière décennie. Changement d'actionnariat pour les 2 premiers acteurs du secteur, Coval et Cofel, déferlante de start-up à la fois fabricants et distributeurs, et de nouvelles chaînes de magasins comme Darty ou Habitat qui ont ouvert leur espace literie. Alors on parle de tout ça avec François Duparc, bonjour. Bonjour. Président d'Adova, nouveau nom du groupe Coval, repris par le fonds Perceva, et ce sont notamment les marques de literie Simmons, Treka et Dunlop. À côté de vous, Julien Sylvain, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Teddy Bear, vente de matelas online, lancé fin 2015 en France. Vous revendiquez aujourd'hui 10 000 ventes de matelas. Alors, par rapport à tout ce que je disais, François Duparc, à tous ces changements d'actionnariat, de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants qui étaient là, mais qui arrivent sur le marché de la literie, quand on dirige Adova, comment on réagit à de tels changements? Écoutez, d'abord, le plus important, c'est de préserver le capital de nos marques. Et pour préserver le capital de nos marques, le plus important, c'est en l'occurrence de bien préciser leur positionnement, leur territoire, d'avoir, je dirais, à la fois sur le plan technologique et sur le plan des circuits de distribution, des messages clairs, pour être le plus efficient possible sur nos différents marchés, en sachant que on a une distribution qui certes a évolué, vous venez de souligner, mais qui reste traditionnellement quand même assez répartie, je veux dire, telle que nous la connaissons depuis un certain nombre d'années, sur des acteurs comme Conforama, But, Ikea pour la grande distribution, et les spécialistes literie de l'autre côté, avec certes Internet, mais qui représente 10% du marché, ce qui est important, mais qui n'est pas, et qui est loin s'en faut, pas la part de marché la plus importante. Alors, de petites choses, c'est vrai que le capital notoriété de vos marques sont Simmons, Treka et Dunlop, il est plus à faire finalement. La notoriété, elle est là, comme vous disiez, donc il faut repositionner. Est-ce que vous pourriez nous préciser justement, vous, la répartition de la distribution entre les grands acteurs que sont But, Conforama, les spécialistes de la literie, Internet, comment ça se ventile tout ça? Eh bien écoutez, si on parle du marché, si on ne parle pas de notre chiffre d'affaires et de nos propres parts de marché, 50% de la distribution aujourd'hui, c'est la grande distribution, c'est-à-dire Conforama, qui est le leader aujourd'hui en literie, immédiatement suivi par But, et je pense qu'on peut raisonnablement positionner Ikea, qui s'est mis à la literie il n'y a pas très longtemps, hein, il y a à peu près maintenant une quinzaine d'années de façon effectivement très performante. Et puis vous avez le reste du marché, où vous avez à peu près de l'ordre de 20 à 25% qui sont détenus par les spécialistes, en sachant que évidemment sur la grande distribution,
distribution, on est plutôt sur du premier équipement et du marché de remplacement, mais sur les spécialistes, et sur les spécialistes, on est plutôt sur des marchés de remplacement, donc avec une clientèle, je dirais, qui est plutôt trentenaire et au-delà, et qui vient en renouvellement de sa literie. Et donc ça monte en gamme avec les revenus aidants. Et donc vous disiez à peu près 10% sur Internet. Tout à fait. Julien Sylvain, tout ça, ça s'officie dans un marché en forte croissance. C'est compliqué, le marché du meuble, sauf pour la cuisine et la literie. Donc là, en 2016, le marché de la literie représente 1,4 milliard en France, en hausse de 5,5% sur un an. C'est ce qui vous a poussé à vous lancer avec Teddy Bear fin 2015, et vous sentiez qu'il se passait quelque chose sur ce marché? Alors, l'élément qui nous a fait nous lancer, c'est pas vraiment la taille du marché, c'était un des paramètres. Ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que l'expérience d'achat du matelas aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante. En fait, le consommateur se perd dans les problèmes de prix, des écarts de prix qui ne sont pas justifiés, dans du jargon technique qui est difficilement compréhensible par quelqu'un de normal qui n'a pas une culture du matelas très développée. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire dans un premier temps, c'est vraiment de simplifier cette offre. Donc on a un produit unique qui n'est vendu que sur Internet à un prix qui est le même toute l'année. On ne fait jamais de promotion. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé en opposition avec ce marché traditionnel du matelas qui a un peu perdu le consommateur avec ses écarts de prix justifiés ou non, et puis le jargon technologique. Donc l'idée, c'est la simplicité. Effectivement, un seul modèle peu ou pro qui convient à peu près à tout le monde, que vous fabriquez en Belgique, les ventes sur Internet en direct. Et puis, il y a du service aussi. Tout ça est livré, roulé, compressé. Et puis, 100 jours d'essai, 10 ans de garantie, on est dans des prix autour de 700 €. Donc votre idée, c'est vraiment de simplifier l'achat, en fait. En fait, on a essayé de prendre tous les points qui posaient problème aux clients. Il y a le point de la logistique. Transporter un matelas, c'est fastidieux. Quand il est livré sur des créneaux horaires qui sont très longs, avec des dates approximatives. Nous, on a essayé vraiment de mettre un point d'honneur à livrer la majorité de nos clients avec des délais qui soient très très courts. Donc aujourd'hui, on livre 60% de la France avec des créneaux de 2h30 maximum. C'est du jamais vu pour livrer un produit de ce type-là. Et pareil pour l'essai, nous on part du principe que essayer en boutique ou essayer quelques minutes un matelas n'est pas significatif. Ce qu'il faut, c'est permettre aux gens de l'essayer pendant une durée longue. Donc nous, on offre 100 nuits d'essai. Et en fait, là, ça permet vraiment aux clients de faire une bonne idée du produit. Alors, vous ou les autres startups sur le créneau, parce que depuis que vous êtes arrivés, depuis quelques mois, on les a vus se multiplier. Il y en a presque une dizaine, des startups françaises ou encore des startups anglaises, voire américaines qui débarquent, puisque c'est de là qu'est parti le phénomène. Quel est le taux de retour quand même? Parce que quand vous nous dites 100 jours de garantie, on va bien changer de matelas peut-être tous les 100 jours. Oui, alors nous on a 4% de taux de retour. Donc c'est un taux de retour qu'on avait anticipé un peu dans notre modèle. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas plaire à tous les clients. Après, sur les autres acteurs, nous, tout le monde s'est à peu près lancé en même temps, parce que je pense que le problème a émergé en même temps dans de nombreux pays. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de garder l'avance qu'on a eu sur le marché français. On s'est lancé en premier. On a une capacité d'innovation qu'on a prouvée. Donc on essaye de vraiment se rapprocher de nos clients, d'être toujours dynamique et avoir toujours un coup d'avance sur nos concurrents. François Duparc, sans opposer vos propositions, est-ce que vous reconnaissez qu'à un moment donné, peut-être le marché en général s'est un petit peu assoupi justement sur des ventes qui fonctionnaient pas mal, et que au-delà de l'innovation technique, parce que là elle est là sur le produit, peut-être que sur le service, la livraison, etc., vous avez un petit peu laissé passer le train? Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler pour l'instant de laisser passer le train. Je pense ce qu'on peut dire, c'est que c'est effectivement une offre nouvelle qui est assez à la mode, donc c'est pour ça que vous en parlez, c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui, et qui attire, je dirais, visiblement de plus en plus d'acteurs, ce qui fait que la clarification amenée par la formule perd aussi un peu de sa performance, puisqu'il y a plusieurs acteurs qui proposent un matelas universel. Donc quel est le bon matelas universel? C'est aussi la question qu'on peut à un moment donné se poser. Non, je crois que c'est très intéressant. Nous, on y est tout à fait sensible à cette démarche, et nous avons nous-mêmes opéré dans la reprise de ce groupe Coval, et donc dans Adovin, sous la marque Dunlopillo, j'ai une opération qui s'est inspirée de ces acteurs nouveaux, qui consiste à livrer en 48 heures des matelas roulés compressés, mais sous un format qui permet de préserver l'essai par le consommateur dans des points de vente, et donc de ne pas se tromper au moment de l'achat et de ne pas avoir à faire des manœuvres compliquées de retourner un produit s'il ne convient pas. Et puis par ailleurs, évidemment, je veux dire, on a sur cette formule-là la chance d'avoir le soutien d'une marque importante, Dunlopillo, un savoir-faire, et le fait d'offrir un minimum de choix avec 3 produits, ça permet de conserver cette idée de clarté, ça permet, je dirais, en l'essayant, de conserver et de respecter, je dirais, la prescription donnée par nos clients, qui est un élément important lors du choix. Vous, en fait, vous misez, effectivement, mais sans que ça puisse se contredire, sur le service en magasin, sur
sur les connaissances et le conseil des distributeurs. Une petite question quand même. Est-ce que l'une ou l'autre de ces startups est venue vous voir en tant que fabricant français de literie pour travailler avec vous? Alors, je fais une révélation. Parmi celles existantes et Teddy Bear, non. Parmi de potentiels, je dirais aujourd'hui, qui souhaiteraient être acteurs sur ce marché, nous avons des contacts. Voilà. Et donc, nous considérons d'ailleurs que ce marché du produit universel est après tout un segment de distribution, une partie de la distribution émergente, sur lequel, je veux dire, on a un regard intéressé, sur lequel on pourrait avoir des collaborations. Et ce qui est intéressant aussi, qui a permis de bousculer un peu le marché, c'est la communication. Parce que ce que vous dites finalement, Julien Sylvain, c'est faire un très beau produit quand on a un beau fabricant, quand vous trouvez un bon partenaire. C'est pas si compliqué. Après, il faut savoir le vendre, il faut savoir communiquer, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le secteur. Votre petit ours Teddy Bear, on l'a vu partout. Il y a des vélos qui se baladent dans Paris, par exemple, avec. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la communication, finalement, c'est la moitié de la réussite du produit ? Oui, alors tout à fait, il y a deux choses. En fait, on résume facilement notre modèle à un matelas comprimé roulé livré en 24 heures. Mais il y a effectivement la partie produit qui est très très importante. On s'est rapproché d'un très bon industriel du même type que le groupe Adova, première chose. Deuxième chose, sur la communication, on essaye effectivement de réenchanter en fait cet achat du matelas. Et ça passe évidemment par l'image de la marque. On a face à nous des marques qui sont très installées. Dunlopillo est un très bon exemple. Nous, il faut qu'on arrive à rester dans la tête des gens et être un produit qui soit pris au sérieux, parce qu'on va rentrer dans les maisons de nos clients pour les plus de 10 prochaines années. Donc on prend très très au sérieux la construction de la marque et essayer d'inspirer cette confiance. En même temps, c'est un peu désacralisé, parce qu'on rappelle que les Français, on est quand même mauvais là-dessus. On achète un matelas nouveau que tous les 14 ans. On pourrait bien me faire. Donc finalement, c'est peut-être aussi une manière de désacraliser cet achat que parfois on recule parce qu'on a l'impression qu'il est compliqué, complexe. En tout cas, c'est un gros achat. Affaire à suivre. Merci beaucoup à vous, François Duparc, président d'Adova. Julien Sylvain, cofondateur de Teddy Bear. Merci beaucoup à vous. Innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine, samedi 13h, dimanche 19h. Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins.